Go Wolverines! Oui, alors non, je ne parle pas de Wolverine Serval dans les Avengers de Marvel. Non, non, non. Là, aujourd'hui, on va parler des Wolverines, ces jeunes teenagers rebelles qui ont entrepris de repousser l'envahisseur russe de leurs terres américaines. On va parler dans cette vidéo d'un film quelque part d'anticipation, mais qui finalement devient presque réalité aujourd'hui. On va parler du film qui s'appelle L'Aube Rouge, réalisé en 1984. Et vous allez voir que c'est un sujet qui est finalement toujours d'actualité. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Hello, bonjour à tous. Bienvenue à vous, les futurs réquisitionnés. Bah, peut-être que j'en suis un aussi moi-même, hein. Dans ce contexte, on va dire, presque de pré-troisième guerre mondiale, ou pré-guerre nucléaire, je ne sais pas ce qu'il faut dire, je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus approprié. Vous avez certainement dû voir une des vidéos précédentes où je montrais une simulation d'une attaque nucléaire sur la France, suite à l'engagement de nos troupes sur le terrain ukrainien. Et bien là, en fait, on va repartir un petit peu dans le passé, pour essayer de prendre du recul par rapport à la situation générale, et on va essayer de prendre de la hauteur et de prendre un peu plus de légèreté sur ce thème-là, puisqu'on va parler d'un film déjà qui abordait ce sujet. C'était vraiment de l'ordre de la science-fiction, mais vous allez voir que c'était dans un contexte déjà dans les années 80, 70, 80, on sortait de cette période de guerre froide déjà entre l'Occident, le monde libre et l'ex-Union soviétique. Je parle bien évidemment de ce film très intéressant. Ce film qui s'appelait L'Aube Rouge, ou en anglais Red Dawn, sorti en 1984 et réalisé par John Milius. Oui. Un film qui a toute sa... comment dire, toute son... qui a encore une sorte d'actualité aujourd'hui, qui a encore une sorte d'écho à l'époque d'aujourd'hui, puisque on voit que de manière cyclique, on a toujours ces enjeux de guerre, d'invasion, ces enjeux de rivalité, de conflit entre nations. Il faut toujours qu'il y ait un affrontement entre le camp du bien et le camp du mal. Et alors comment définir qui est dans le camp du bien, qui est dans le camp du mal? C'est cette éternelle lutte fratricide qui existe depuis l'aube des temps dans l'histoire de l'humanité. Il faut toujours qu'il y ait un méchant, il faut toujours qu'il y ait un gentil, et selon quels critères, c'est très difficile, c'est très subjectif tout ça finalement, et je dirais que aujourd'hui on est un peu dans une période de changement, de perte de repères, et on ne sait plus très bien dans quel camp on est. Malgré le fait que, évidemment, nos dirigeants voudraient bien nous convaincre de rallier leurs camps respectifs. Donc c'est un peu le jeu de la guerre, hein, c'est un peu le jeu de la propagande et le jeu de l'opinion publique, c'est-à-dire essayer de ramener un maximum de la population à sa propre cause, la convaincre pour l'engager dans une guerre qui va forcément servir les intérêts financiers, économiques de l'élite qui est au pouvoir. C'est toujours le même principe hein, dans les guerres. C'est toujours dans une période de grande crise économique, de dette qui a explosé, de dette nationale ou dette d'une union commerciale, d'une union géopolitique, géographique et économique. Là, en l'occurrence, actuellement, on est dans
dans le contexte de l'Union européenne. Mais historiquement, si on remonte à la Deuxième Guerre mondiale, à la Première Guerre mondiale, c'était toujours lié à des grandes crises économiques ou socio-économiques. Et bien là, donc en 1984, on sort de cette période de la guerre froide, où on est encore en plein dedans. Parce que je ne sais plus... tiens, on va se remémorer la chute du mur de Berlin. C'est un moment historique. Alors, vous voyez, hein, le 9 novembre 1989. Dans la nuit du 9 novembre 1989, lorsque des Berlinois de l'Est, avertis par les médias ouest-allemands de la décision des autorités est-allemandes de ne plus soumettre le passage en Allemagne de l'Ouest, la RFA, République fédérale d'Allemagne, a une autorisation préalable donnée au compte-gouttes. Force sans violence l'ouverture des points de passage aménagés entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Alors je pense qu'il y avait déjà du travail dans l'ombre, en coulisses, depuis quelques années, de la CIA et d'autres services secrets pour essayer d'accélérer cette transition et ce passage, cette ouverture de la République démocratique d'Allemagne vers l'Occident, et de provoquer cette réunification forcée. Donc vous voyez, chute du mur de Berlin 89, 9 novembre 89, je me souviens y avoir assisté en direct, je regardais ça à la télé, étant plus jeune, et donc ce film, L'Aube Rouge, qui sort en 1984, on est encore en plein dans la guerre froide. Et donc L'Aube Rouge, ça raconte l'histoire, ou la possibilité, la probabilité d'une invasion des États-Unis sur leur propre sol par l'armée soviétique. Par une belle journée d'automne, des centaines de parachutistes sous les ordres du colonel Ernesto Bella, donc les forces cubaines et autres qui sont vraiment aux frontières des États-Unis, qui sont alliés de l'Union soviétique, prennent d'assaut la ville de Calumet au Colorado. Les Cubains, alliés aux Soviétiques, viennent de déclencher les hostilités contre les États-Unis, et donc évidemment c'est le début de cette fameuse Troisième Guerre mondiale dont on nous rebat les oreilles depuis plusieurs années, et maintenant à travers une voire deux générations. L'Aube Rouge. Alors on va regarder la bande-annonce, mais avant ça, je vais aller me servir un petit verre d'eau, et je reviens tout de suite. N'est-ce pas? Je reviens. Hop là. Voilà, on est mieux là, on est mieux. Allez, on est parti. Et vous allez voir que c'est un film, alors ça, c'est un film qui a même fait l'objet d'un remake plus récemment, avec des acteurs comme notamment Chris Hemsworth. Donc ça veut bien dire que le film parle toujours à beaucoup de personnes, et qu'ils ont senti, enfin le producteur et l'équipe de production, le réalisateur ont senti qu'il y avait vraiment un enjeu, il y avait quelque chose à raconter, une histoire à raconter, il y avait un thème à exploiter toujours, encore aujourd'hui, à partir de ce concept de film. Donc c'est parti pour la bande-annonce. Si YouTube nous y autorise, parce que j'ai toujours des problèmes sur YouTube, dès que je veux passer une bande-annonce d'une série, d'un film, il y a toujours des problèmes de droit sur les musiques, notamment, c'est surtout les musiques qui posent problème. Donc ne soyez pas surpris si dans les replays de certaines vidéos, à certains moments, la musique, le son soit coupé à cause des droits sur les musiques. Ce que je trouve totalement aberrant dans cette histoire
copyright sur YouTube parce que c'est juste des bandes annonces, donc c'est des bandes annonces qui sont diffusées à titre gratuit et à titre de communication sur les réseaux sociaux, et évidemment que personne n'en fait l'exploitation, et évidemment que à chaque fois qu'on fait on exerce ce droit de citation et qu'on essaye de citer ou de diffuser, de partager ces bandes annonces, c'est toujours évidemment dans l'intérêt du film et de la production. Donc c'est vraiment aberrant que YouTube ou des plateformes comme YouTube posent problème ou nous embêtent, entre guillemets, pour pas dire le mot plus vulgaire, nous embêtent à chaque fois à cause des droits sur ces musiques. Ils devraient à un moment donné, puisqu'on est dans l'ère de l'intelligence artificielle, ils devraient quand même être capables de développer à un moment donné, aujourd'hui, un robot qui soit capable de dissocier quand c'est vraiment de la copie et de l'utilisation abusive, manifeste des musiques et des droits d'auteur, et quand c'est les autres cas, quand c'est juste de la citation et quand c'est juste du partage et de la communication sur un format court pour vendre un projet, un film, etc. Donc à un moment donné, on doit bien être capable de développer ce genre de système qui est capable de dissocier les différents cas de figure. Sinon, on parle plus d'intelligence. Alors, on est parti pour la bande-annonce. Accrochez-vous, remontez bien vos chaussettes. C'est parti, j'espère que vous avez des chaussettes rouges, un slip rouge, des bretelles rouges et une cravate rouge, puisque on démarre, on se lève tous pour l'aube rouge. Ça ferait un bon slogan. Y'a pas de musique? Ah, quand même. This is the emergency broadcast system. We are under attack by conventional forces of the Russian army. It is believed the lead waves were disguised as commercial charter flights. Communications have broken down with other parts of the country. Large areas of the Midwest may have been overrun. They know who all of you are. They're looking for you. You're 40 miles behind enemy lines. I just want to go home. They took a lot of people away. Where's my dad, Mr. Eckert? I want to love somebody, Andy. I'm gonna die before it happens. George! They're gonna kill us! All of us! So why should we be different? Because we live here! Not bad for a bunch of kids, huh? Mama'd be real proud. Non, ce n'est pas l'agence Tourisque, c'est l'Aube Rouge. C'est pas mal, hein. Alors, je suis sûr que vous avez reconnu dans le casting plein de jeunes acteurs américains, des futurs talents qui allaient devenir, évidemment, très célèbres dans le monde d'Hollywood. Notamment Patrick Swayze, on a vu l'acteur qui s'appelle Thomas Howell. On a vu Lea Thompson, on a vu aussi, je crois qu'il y a Charlie Sheen dedans, et d'autres acteurs qui étaient très jeunes. Il y a Emilio Estevez aussi dedans, qui est je crois le frère de Charlie Sheen. Donc voilà, c'était un film avec du potentiel et avec plein de jeunes talents dedans. Et tiens, imaginons, amusons-nous à laisser notre imagination vagabonder.
Dans le contexte actuel, si on voulait se transposer dans l'époque actuelle, en France, en Europe, imaginez voilà, ce genre de scène se produire dans une petite ville comme ça, en province, en France, des ados qui sont dans leur lycée, en plein cours, ou même des gens qui sont en train de faire leurs courses dans la rue, tout d'un coup qui voient des parachutes arriver du ciel, et en fait ce sont des soldats soviétiques, des soldats russes aujourd'hui, puisque l'Union soviétique n'existe plus, des soldats russes, voire peut-être chinois, puisqu'il pourrait y avoir une coalition, qui serait en train de débarquer comme ça dans notre pays pour nous envahir ou pour nous attaquer. Puisque c'est ce que prétendent nos dirigeants aujourd'hui, nos dirigeants européens. Ils n'arrêtent pas de clamer à droite à gauche, sur tous les plateaux télé et à toutes les caméras, les micros qui veulent les enregistrer, que Vladimir Poutine veut absolument envahir les pays de l'Union européenne. Il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, et c'est pour ça qu'il faut absolument l'arrêter dès maintenant. Ce qui reste à prouver, alors que Vladimir Poutine, lui, de son côté, quand il fait des discours publics, continue à affirmer que il veut juste continuer un processus de négociation, un processus de discussion pour arriver à négocier une paix et arrêter le conflit en Ukraine, et il continue à déclarer également que il n'a jamais eu aucune intention d'envahir les pays européens. Donc, revenons au film. Le synopsis, on l'a lu. Est-ce qu'il y a des commentaires? Sinon, on ira voir les commentaires sur un autre site. L'Aube Rouge, un film de guerre divertissant qui met l'accent sur la violence qui est assez omniprésent, et ça, dès le début. Car on a le droit à une scène de massacre assez choc, et le film en possède pas mal, car il n'hésite pas à montrer des morts, que ce soit des adultes, plus jeunes. Sinon, j'aime le côté survie, insurgé de ce film, malgré le fait qu'il soit bourré de clichés, que ce soit dans l'histoire, l'Amérique, les gentils, les meilleurs, contre les Russes, les méchants, les dialogues, les personnages. D'ailleurs, les personnages sont intéressants à suivre, mais ils auraient mérité plus de soin, car certains sont peu charismatiques, assez froids, et donc on s'y attache moins. Mais globalement, le film et l'histoire restent captivants, malgré un schéma répétitif vers la deuxième partie du film, Rébellion contre-attaque. Sinon, la réalisation a un peu vieilli à cause des effets spéciaux un peu amateurs, donc les scènes d'action sont réussies mais manquent de souffle. Et la mise en scène manque un peu de précision, et il aurait fallu une réalisation plus intimiste pour que les personnages soient plus attachants. Mais bon, globalement, ça se tient, et pour finir, on a le droit à un très bon casting, dont en première ligne, Patrick Swayze qui est convaincant. Donc voilà un petit film de guerre divertissant comme il le faut, malgré pas mal de défauts. Alors ça, c'était la critique de fan de K-Hotch. Alors moi, je me souviens que je l'avais vu à la télé avec mes parents quand j'étais plus jeune. En 89, j'avais j'avais 9 ans. Non, pardon, j'avais 14 ans. Et donc, c'est un film qui m'avait intéressé. C'était un peu dans le style Rambo et tout ça. Déjà, à l'époque, j'avais trouvé le premier Rambo assez violent, avec cette fameuse partie de chasse dans la forêt, quand il est pourchassé par les policiers américains, quand il est traqué, et qu'il les agresse un par un. Et là, ce film, c'est vrai que quand on voit les images, il paraît assez violent dans les scènes de combat et tout ça, et puis on voit quand même, ce sont des jeunes, des ados, des lycéens, qui se sont rebellés, qui ont pris le maquis, en quelque sorte, dans le désert américain, et qui ont décidé de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser faire prisonnier, comme leurs parents, par les soldats russes, et donc ils décident d'entamer une guérilla face à l'envahisseur. Et ils sont plutôt... ils ont pas mal de succès dans leur entreprise, puisque ils sont de cette manière auteurs de différentes actions musclées, dont notamment attaque de chars, explosion de véhicules blindés, exécution de plusieurs soldats russes ou de patrouilles, et plusieurs fois, à plusieurs reprises, ils arrivent à mettre en déroute des groupes de soldats russes
Même, je crois, à un moment donné, ils attaquent un camp russe. C'est pour dire, alors que il s'agit juste d'une petite bande de jeunes, ils sont à peu près une dizaine, qui ont réussi à s'échapper au moment de la grande invasion et qui ont réussi à récupérer au fur et à mesure des équipements militaires, des armes, et à s'équiper de cette manière pour combattre l'ennemi. Et faut imaginer que dans tout scénario d'invasion d'un pays, peut-être que effectivement, ça pourrait être ce genre de scénario qui se produirait, c'est-à-dire un groupe de jeunes ou un groupe de jeunes adultes qui sont dans la force de l'âge et qui, par la force des choses, se voient obligés, se voient contraints de prendre les armes ou de prendre tout ce qui peut tomber sous leurs mains, dans leurs mains, pour survivre et pour maintenir allumée cette flamme de la résistance d'un pays, d'une nation, pour préserver les valeurs de cette nation face à un envahisseur extérieur. Alors allons sur la fiche technique sur Wikipédia, donc il y a le mérite quand même de faire une bonne synthèse, en tout cas en matière d'information traditionnelle et classique sur le film. Film de guerre uchronique, très important, américain, écrit et réalisé par John Milius, sorti en 84. John Milius, rappelez-vous, excellent réalisateur du film Conan le barbare. Et c'est assez rigolo de voir que dans ce genre de film, L'Aube rouge, qui est beaucoup plus contemporain, on voit quand même que des fois, il y a quand même quelques petites erreurs de réalisation ou au niveau des effets spéciaux, alors que dans Conan le barbare, on frôle quasiment la perfection en termes de réalisation. Donc ce serait intéressant de savoir, d'ailleurs j'avais mis de côté la fiche technique de John Milius. Ce serait intéressant de voir à quel moment est arrivé L'Aube rouge, si c'est avant Conan le barbare ou après. Conan le barbare a été réalisé en 82. Donc L'Aube rouge est arrivé 2 ans après. Ok. Donc c'est assez rigolo, parce que normalement on aurait pu... pour moi, le film de Conan le barbare est une perfection. Il y a très peu d'erreurs techniques, ou très peu de défauts. Et on aurait pu imaginer que L'Aube rouge, qui est arrivé 2 ans après, John Milius aurait mis à profit toute son expérience dans la réalisation de Conan le barbare pour réaliser une copie absolument presque proche de la perfection en termes de guerre moderne au pays de l'oncle Sam, face à des envahisseurs russes, des envahisseurs soviétiques. Et au contraire, on l'a vu dans les commentaires, le film pâtit pas mal de ces défauts au niveau des effets spéciaux notamment, ou alors on sent effectivement de manière très, très présente ou de manière très, très importante, on sent ce manque de moyens ou peut-être ce manque de budget qui aurait été nécessaire, un budget plus important qui aurait été nécessaire pour avoir un rendu encore plus réaliste du film. Alors, le synopsis. En 1989, c'est quoi ça? L'Aube rouge. Pourquoi en 1989 les Verts remportent les élections en Allemagne de l'Ouest et obtiennent le retrait des forces américaines et de leurs armes nucléaires d'Europe occidentale, conduisant à la dissolution de l'OTAN? Ah oui, c'est le contexte géopolitique de l'époque dans l'univers du film, puisqu'on est dans une uchronie. Donc en fait, les Verts ont gagné les élections, imaginez. Ce qui est encore aujourd'hui encore un petit peu inimaginable vu le contexte et vu toutes les erreurs de stratégie en termes de protection de l'environnement et en termes de développement de technologies qui sont soi-disant censées protéger l'environnement ou nous permettre d'émettre moins de carbone. Or, vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes habitué de cette chaîne, que on a quand même d'énormes problèmes avec les véhicules électriques, avec les éoliennes, avec plein de choses.
et on commence à revenir un petit peu de toutes ces théories de l'écologie. Enfin, en tout cas, des théories écologistes qui veulent nous conduire vers des comportements, vers des technologies, vers des stratégies, des politiques en faveur de la protection de l'environnement, mais fondamentalement, on ne peut pas être contre. Mais c'est les moyens qui sont employés dans les politiques actuelles qui ne marchent pas, ou qui ne sont pas judicieux, qui ne sont pas bien définis. Ce ne sont pas les bonnes décisions qui sont prises. Ce sont souvent des décisions qui sont prises sur la base d'indicateurs erronés, de statistiques erronées ou manipulées, et aussi sur la base de corruption, sur la base de conflits d'intérêts, puisque de nombreux élus verts ont souvent été pris la main dans le sac, c'est-à-dire qu'ils avaient des lanceurs d'alerte ont pu prouver à de nombreuses reprises que certains d'entre eux avaient aussi des intérêts financiers dans des entreprises, des grands groupes de fabrication d'éoliennes ou autres technologies censées lutter pour la protection de l'environnement. Donc dans ce contexte-là, Cuba envahit l'Amérique centrale et le Mexique rejoint le bloc soviétique à la suite d'une guerre civile. La Troisième Guerre mondiale débute très rapidement. Un groupe d'adolescents américains étudiant dans une école de Calumet au Colorado se retrouvent pris au piège après l'invasion de leur pays par le bloc de l'Est. Alors le bloc de l'Est, on le voit sur la carte, qui est symbolisé par tout ce qui est en rouge. L'Union européenne est devenue verte, est devenue écolo. Ce serait, dans un monde parfait, le rêve idéal pour les écologistes européens. Et Sandrine Rousseau, j'imagine. L'Europe serait verte et non pas rose ou arc-en-ciel. Je sens qu'il y en a qui vont tiquer en entendant cette phrase. Les Cubains se sont également alliés aux Soviétiques contre les États-Unis. Les jeunes gens vont se réfugier dans la forêt nationale d'Arapao et ils vont ensuite former un groupe de résistants pratiquant la guérilla sous le nom des Wolverines, d'après le nom de la mascotte de leur école, un carcajou. C'est quoi un carcajou? C'est ça. Le glouton ou carcajou, également connu sous son nom anglais de Wolverine, espèce de mammifère au régime alimentaire omnivore à dominance carnivore. Solitaire et farouche, il vit dans la taïga et la toundra d'Amérique du Nord et d'Eurasie. Alors, une musique de Basil Paul Doris, je crois que c'est le même qui a fait la musique de Conan le Barbare. Américain d'origine grecque, on va vérifier, je voudrais pas dire de bêtises. Mais il me semble que c'est lui qui a réalisé... Ouais, c'est ça, c'est lui qui a fait la musique culte, la musique très symbolique de Conan le Barbare. John Milius, le réalisateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Société de production Valkyrie Film et United Artists. Un budget de 19 millions de dollars. C'est quand même un bon budget. Donc c'est étonnant que les effets spéciaux soient un petit peu kitsch, étant donné le montant du budget. Je rappelle, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur Dune, de David Lynch, en 1981 ou 84, je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. 1984 aussi, Dune. On avait un budget de 45 millions de dollars. Donc là, c'était presque le double du budget là pour l'Aube Rouge. Et on n'a pas non plus un casting de foufou parce que c'était des jeunes acteurs. Donc ils n'avaient pas non plus le cachet au max. Donc c'est assez étonnant avec un tel budget d'avoir réalisé un film avec... alors il y a peut-être que tout est passé dans toutes les nombreuses explosions et tout ça. Et les véhicules blindés, je sais pas. Et la location de toute la ville. Pour les besoins du tournage. Un film qui dure 114 minutes. Donc un peu moins de 2 heures. Avec Patrick Swayze, C. Thomas Howell.
Christopher Thomas Howell, qui a joué dans plein de films, hein, de séries. Lea Thompson, actrice connue aussi. Charlie Sheen, voilà. Qui on a d'autres? Darren Dalton, Jennifer Grey, Brad Savage, Doug Toby, Ben Johnson, est connu lui aussi. Harry Dean Stanton qui a joué dans Alien 1, c'est pas? Qui on a d'autres? Ron O'Neill, connais pas. Vladek Sheibal qui doit jouer un officier russe, certainement. Powers Booth, ah oui, lui il est connu. Frank McRae, Roy Jensen, Lane Smith, Judd Omen. Il y avait, il me semble qu'il y avait Emilio Estevez là-dedans aussi. Je l'ai passé. Bizarre. Genèse et développement. Le scénario est initialement écrit par Kevin Reynolds sous le titre 10 Soldiers, 10 soldats en français, et est assez proche de Sa Majesté des Mouches. Le producteur Barry Beckerman découvre le script et décèle des possibilités d'en faire un film lucratif avec un budget modeste. Modeste, 19 millions de dollars. Son père, Sidney Beckerman, l'aide à financer les 5 000 $ pour mettre une option sur le script. Kevin, vous voyez, c'est ce que ça coûtait un script à l'époque à Hollywood, 5 000 $. Voilà. Ça permet d'avoir des repères, des idées. Kevin Reynolds souhaite également le réaliser, mais les Beckerman veulent un réalisateur expérimenté. Walter Hill est envisagé, mais il refuse comme d'autres metteurs en scène. Le projet passe de studio en studio sans se concrétiser. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? La réalisation est proposée à John Milius, qui a notamment écrit un célèbre film de guerre, Apocalypse Now, avec Martin Sheen, qui est le père de Charlie Sheen. Cette idée plaît beaucoup à Alexander Haig, membre du board du studio, un conseiller politique voulant se lancer dans l'industrie cinématographique. Mais certains exécutifs de la MGM hésitent. La MGM contacte Steven Spielberg pour avoir un avis sur Kevin Reynolds, alors que son film Une bringue d'enfer est au montage. Steven Spielberg ne semble pas emballé par les premiers retours sur le film. John Milius est confirmé à son poste. Pardon. Une fois engagé, John Milius commence à réécrire le script avec l'aide d'Alexander Haig. Il développe les circonstances de l'invasion des États-Unis, notamment en s'inspirant des théories sur une action similaire imaginée par Adolf Hitler. Alexander Haig prend le scénariste-réalisateur sous son aile et lui ouvre les portes du Hudson Institute, un think tank conservateur et un centre de recherche créé par Herman Kahn et d'autres membres de la Rand Corporation pour pouvoir développer une intrigue crédible. Il suggère d'introduire le Nicaragua dans l'histoire ainsi qu'une branche gauchiste mexicaine qui participe à l'invasion soviétique. Cependant, toutes les nouvelles idées de John Milius et Alexander Haig font augmenter fortement le budget, et le Pentagone apporte également sa coopération au film. Ben ouais, parce que pour eux, ça aurait pu constituer un moyen très intéressant d'exercer, en quelque sorte, de pratiquer un exercice d'entraînement ou de simulation de tels scénarios. Parce que je vous rappelle que les soldats américains, les militaires américains sont très friands de tous ces exercices d'entraînement, de toutes ces simulations. Ils sont tout le temps en train de s'entraîner. Attribution des rôles. Ah oui, un autre changement est apporté sur les protagonistes principaux. Il est décidé d'en faire un petit groupe restreint constitué d'élèves du secondaire. John Milius voulait Robert Blake pour incarner Andrew Tanner, mais les producteurs préfèrent engager Powers Booth. C'est vrai qu'il a exactement la gueule pour incarner un soviétique. Il s'agit du premier véritable rôle au cinéma de Charlie Sheen. Vous savez, acteur iconique, qui est devenu très célèbre par la suite, qui jouera après dans Platoon, hein, qui a explosé dans Platoon, qui avait commencé sa carrière 10 ans plus tôt dans le téléfilm Exécuté pour désertion avec son père Martin Sheen, ou une très brève apparition dans La Balade sauvage. Emilio Estevez, le frère de Charlie Sheen, avait initialement été engagé pour incarner Jed, mais il a finalement quitté le film pour un autre projet. D'accord. Donc je savais bien, je m'étais pas trompé, il y avait bien Emilio Estevez à un moment donné dans le film.
Le rôle de Jed revient finalement à Patrick Swayze qui retrouve des partenaires d'Outsiders, sortis un an plus tôt, C. Thomas Howell, William Smith et Darren Dalton. Le tournage a lieu principalement à Las Vegas, au Nouveau-Mexique. Il se déroule également dans d'autres villes de l'État, Albuquerque ou encore Johnson Mesa. Les acteurs sont entraînés et conseillés par des membres des Special Forces. Dale Dye travaille également comme consultant et le tournage n'est pas de tout repos. Patrick Swayze sera notamment victime de gelures. Ah oui, parce qu'ils ont tourné dans le froid. Le film est un succès avec 38 376 497 $. D'accord. Donc il a rapporté quasiment le double de ce qu'il a coûté. Cela en fait le 20e meilleur film au box-office américain de 1984. Ah, c'est intéressant, hein? Parce que c'est pas un film qui a non plus marqué les esprits. Aujourd'hui, tu parles de l'aube rouge à quelqu'un dans la rue en 2024. Je suis pas sûr que... Je pense qu'à peu près 30% de la population... Il y a 30% de chances que la personne connaisse le film. Aujourd'hui, c'est un film qui est un peu tombé dans les oubliettes. Donc, c'est intéressant, hein, parce que c'est quand même un film qui a été un succès commercial à l'époque. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens l'ont complètement oublié ou n'en a pas connaissance. Et à côté de ça... On a des films comme Dune qui ont été des échecs commerciaux retentissants. Par contre, les gens les connaissent. Les gens savent de quoi on parle quand on parle de Dune. C'est rigolo, hein? Brad Savage est nommé au Young Artist Awards 1985 dans la catégorie meilleur jeune acteur dans un film musical, de comédie, d'aventure ou dramatique. Et oui, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes acteurs, c'était leur début à l'écran. Le drapeau des États-Unis, visible dans la salle de classe au début du film, contient 48 étoiles, comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça veut dire qu'après, par la suite, ils ont augmenté le nombre d'étoiles, je pense. C'est le premier film à sortir avec le classement PG-13, c'est-à-dire déconseillé aux moins de 13 ans, de la MPAA. La violence du film fait même l'objet d'une entrée dans le livre Guinness des records, parce que c'est à l'époque le film contenant le plus de scènes et d'actes violents, 2,23 actes de violence par minute selon le Guinness Book des records. Par ailleurs, en raison de sa violence, il est interdit dans les cinémas en Finlande. Putain, c'est fou! Une scène visible dans certaines bandes annonces du film voyait des chars écraser un restaurant McDonald's dans lequel mangent des soldats ennemis. Mais à la suite du massacre du McDonald's de San Isidro en juillet 84, la scène est retirée du film. Les 3000 Mi-24, ces fameux hélicoptères russes de l'armée rouge, dans le film sont des hélicoptères Puma modifiés. À la postérité, donc pour la postérité, en 2003, le film est parodié dans l'épisode Rencontre du troisième âge, pardon, Grey Dawn de la série animée South Park. D'accord. Je n'avais pas connaissance de cet épisode. L'opération ayant abouti à la capture de Saddam Hussein en 2003 par l'armée américaine s'appelait Opération Red Dawn, en référence au film. D'accord. Je savais pas. Et un remake, L'Aube Rouge, sort en 2012 avec un nouveau casting, dont Chris Hemsworth. Et en fait, comme je vous disais, dans ce nouveau scénario, en fait, c'est remis au goût du jour, puisque c'est plus réellement les soviétiques qui attaquent l'Amérique, mais c'est plutôt l'armée chinoise. Ce sont des envahisseurs chinois, donc... Et on retrouve cette scène de course-poursuite quand les jeunes sont en 4x4 et ils essayent de s'échapper, de quitter la ville en urgence, poursuivis par les soldats chinois. Le film a en partie inspiré le scénario de base du jeu vidéo Freedom Fighters, sorti en 2003. Et je crois qu'il y a aussi un jeu Command & Conquer qui est un peu dans cette uchronie où c'est l'Union soviétique qui veut conquérir le monde.
Je crois qu'il y a même un épisode, un chapitre du jeu qui s'appelle Red Dawn, l'aube rouge, il me semble. Je voudrais pas dire de bêtises. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Hein. Ensuite, donc ça c'est la page de John Milius, on l'a vu, qui a réalisé des films comme Dillinger, Le Lion et le Vent, Graffiti Party, Conan le Barbare, hein, le plus connu, L'Aube Rouge, L'Adieu au Roi, Le Vol de l'Intruder, ça aussi je me souviens l'avoir vu, Le Vol de l'Intruder. Je l'avais loué en cassette VHS à l'époque. Motorcycle Gang et Rough Riders. Scénariste de plusieurs films comme Deux flics à Miami, la série, Extrême Préjudice, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Geronimo, Danger immédiat, Rome, la série. Ah, il a été scénariste des Dents de la Mer, Steven Spielberg, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? L'Inspecteur Harry, avec Clint Eastwood. D'accord. Et il a fait le scénario aussi de Jeremiah Johnson, avec... comment il s'appelait l'acteur Robert Redford. Ok. Et donc pour finir, voilà des petites critiques. L'Aube Rouge, la critique sur le site avoiralire.com. Donc l'argument, ok. Au milieu des années Reagan, le réalisateur américain de Conan le Barbare, John Milius, nous assène son uchronie Aube Rouge. Emporté par un élan patriotique, le film repose sur l'invasion des États-Unis par le bloc communiste, engendrant au passage le début de la Troisième Guerre mondiale. Une bande de jeunes adolescents pleins de courage va alors mettre en place une résistance acharnée face à l'envahisseur rouge. Hollywood n'hésita d'ailleurs pas à renouveler à maintes reprises l'affrontement toujours aussi manichéen entre Russes et Américains dans les années 80, Firefox, l'arme absolue. On en parlera certainement dans une prochaine vidéo. Avec Clint Eastwood, Rocky IV, Invasion, USA, glorifiant au passage et de manière assez primaire un nationalisme sorti tout droit du fond de chapeau de l'oncle Sam. De son côté, l'Aube Rouge accuse les mêmes reproches puisqu'il catalogue très vite les bons Américains et les méchants Russes et Cubains. On saisira cependant au passage la tentative mineure, mais plutôt bienvenue de Milius en fin du métrage, d'intervertir un minimum les rôles lorsque la haine finit par aveugler les résistants et qu'à l'inverse, un gradé cubain succombe à la bonté altruiste. C'est intéressant ça. Donc là vous avez le casting sur l'image. Dommage qu'on puisse pas zoomer. En ce qui concerne la mise en scène du film, force est de constater que le cinéaste possède une vraie vision. Plusieurs scènes réussissent à faire leur petit effet, on se remémorera celle des parachutistes sortis de nulle part, qui mitraillent une école à tout va, ou encore les escarmouches de la résistance, l'assaut des tanks sous la neige hivernale, ainsi que la traque des jeunes fugitifs, rebelles par les énormes hélicoptères de l'armée rouge. Des séquences d'une belle efficacité qui profitent du matériel, des costumes ainsi que des engins militaires mis à disposition pour le tournage. Scènes intermédiaires ont parfois du mal à susciter le même intérêt, en partie à cause du manque d'étoffe de la plupart des personnages, mis à part Jed Eckert, joué par Patrick Swayze, et le lieutenant-colonel Andrew Tanner Powers Booth, qui sont un minimum développés et bien campés par la même occasion. Les autres acteurs paraissent bien insipides à leur côté. Alors, c'est un peu long, on va essayer d'en ressortir l'essence. Le score superbe et épique de Basil Paul Douris, la musique, donne encore un peu plus de cachet à ce métrage et la réussite artistique toutefois moindre par rapport à celle du célèbre colosse issu de l'Heroic Fantasy. Ils récoltent néanmoins chacun les mêmes recettes sur le sol américain, soit environ 38 millions de dollars, parfois bancal en raison de l'aspect rudimentaire de certains propos, mais au bout du compte, hommage plutôt généreux à l'esprit de résistance. Le film au statut culte bénéficiera d'un remake par Dan Bradley avec Chris Hemsworth qui débarque cette année, donc en 2007, sans compter l'adaptation à l'écran du teen movie sous haute influence, Demain quand la guerre a commencé. Ça c'est la bande-annonce, voilà, ok. Et donc, qu'est-ce qu'on avait comme critique sur Sens Critique ?
Voilà le casting. Alors une note moyenne, hein, 5, 6 sur 10, souvent je vois. Bannière étoilée et grosse pétoire. En 84, le réganisme battait son plein aux USA. Le bloc Est était l'incarnation du mal. Encore aujourd'hui, je vous rassure. Et il était devenu, ou alors c'est ce qu'on voudrait nous faire croire, et il était devenu une priorité nationale de surpasser l'ennemi militairement. Le fameux projet Star Wars et politiquement Hollywood emboîta logiquement le pas, se mettant à nous asséner des chefs-d'œuvre aussi inoubliables que Rambo 2, où l'ennemi avait forcément un nom finissant en ski, et où il se faisait toujours dérouiller à la fin du métrage. Le véritable maître étalon de ce quasi-sous-genre, c'est cette fameuse aube rouge du progressiste John Conan le Barbare Milius. L'homme est connu pour ses opinions politiques discutables, il défend les milices aux USA, et sa fascination pour tout ce qui s'approche de la guerre. Il n'est donc pas très surprenant de le trouver aux commandes de cet étrange objet filmique. C'est intéressant ça, parce qu'effectivement, alors je ne savais pas, mais est-ce que c'est vrai qu'effectivement il était fasciné par les armes et par ces milices armées aux États-Unis? Et est-ce que, si c'est vrai, dans quel sens, sous quelle forme ça l'a influencé dans la réalisation de ses films, et notamment de Conan le Barbare? Ou dans sa façon de montrer la violence à l'écran? Les choses vont mal pour les USA suite à divers événements politiques. Ils se retrouvent isolés, sans alliés face à la menace rouge. Matt Eckert et ses amis, inconscients de toutes ces choses, c'est Jed Eckert, se rendent au lycée comme d'habitude. Quelle n'est pas leur surprise quand ils voient tomber à l'extérieur des parachutistes soviétiques. Ceux-ci se mettent à tuer tout le monde, sans la moindre hésitation, et lui et ses amis parviennent à s'enfuir. Ils ne parviennent à s'enfuir que grâce à l'intervention de son frère. L'invasion a commencé, et face à la sauvagerie ennemie, le groupe décide de se réfugier dans les montagnes, et quand ils se décident à revenir en ville, la réalité est insoutenable. Les soviétiques et leurs alliés cubains l'ont complètement asservi, une seule solution s'ouvre à eux, lutter contre l'envahisseur. Les uchronies sont un genre très peu représenté au cinéma. Rappelons-en d'abord le principe, l'uchronie c'est le « et si » poussé jusqu'au bout. Et si Napoléon avait gagné Waterloo? Et si Hitler avait pu battre l'Union soviétique? Et si l'Angleterre était demeurée la première puissance coloniale? À partir de ce postulat pseudo-historique, on peut mettre en lumière une marche de l'histoire différente et ainsi dénoncer certaines idées, croyances ou comportements de l'époque. L'Uchronie, dans l'Aube rouge, c'est « et si les troupes soviétiques envahissaient les USA ?» On pourrait disserter pendant des heures sur le réalisme d'un tel point de départ, mais ça n'aurait pas grand intérêt ici. Le principe de l'Uchronie, c'est de l'accepter. L'idée qu'Amilius, replacée dans le contexte de la guerre froide, est assez évidente. Il s'agit d'exalter, d'affirmer les valeurs fondant les USA et d'énoncer le communisme. Malheureusement, la démonstration que cherche à faire Milius manque énormément de finesse. Les soviétiques sont purement et simplement assimilés aux nazis. Les deux utilisent exactement les mêmes méthodes, ils brûlent les livres, exécutent des otages en représailles, cherchent à violer les jeunes filles américaines, etc. Certes, que des troupes d'invasion, quelles qu'elles soient, commettent des exactions est parfaitement crédible, mais ici le trait est tellement grossi qu'il perd toute valeur. Je suis assez d'accord avec cette impression. Les soviétiques ne sont montrés que comme des monstres assoiffés de sang. Le manque de développement des personnages principaux du bloc Est est donc logique mais regrettable. D'autant plus que, quand la parole leur est laissée, ils sont ceux qui disent les choses parmi les plus intelligentes de tout le film. Un petit plus de nuance aurait été bienvenu, mais étant donné le but du réalisateur et le contexte du film, son absence n'est pas très surprenante. Je recommande d'ailleurs aux plus courageux d'entre vous d'aller consulter les avis des internautes sur la fiche IMDb du film et vous constaterez à quel point cette vision unidimensionnelle, USA égale gentil, russe soviétique égale monstre, ou vision bipolaire, semble encore ancrée dans une bonne partie de la population US. L'exaltation des valeurs US est aussi grossière que la dénonciation de l'idéologie adverse. Pour Milius, cela semble se résumer à des rituels de chasse, la libre circulation des armes, utile pour repousser l'envahisseur, est un droit sacré à défendre son territoire.
Un véritable catalogue des valeurs des milices. Le dernier point semble d'ailleurs être une justification ultime, comme l'atteste une scène où nos jeunes résistants tuent un prisonnier adverse en demandant bien haut leur différence par rapport à cet étranger. Bref, tout cela est idéologiquement très orienté. C'est assez long, on va essayer de conclure. Ah oui, alors, non seulement tous les problèmes de ravitaillement, armes et munitions principalement sont balayés d'un revers de la main, mais nos braves lycéens sont même en mesure, sans entraînement militaire, d'anéantir des colonies entières de Spetsnaz, les fameuses troupes d'élite soviétiques. Autant on pourrait accepter que grâce à la connaissance du terrain et une certaine volonté, ils parviennent à faire des dommages localisés, mais de là à affecter tout l'arrière-front quasiment à eux seuls, et battre des troupes surentraînées aussi aisément, il y a un monde. Mais bon, à force, on l'aura compris, la crédibilité n'est pas le credo de l'Aube Rouge. C'est juste un film de divertissement, hein. Faut le voir comme ça. La critique est intéressante, hein. Jeunesse endoctrinée. Sinoc, va chercher tes potes à boutons, les cocos arrivent. Voilà, je pense que cette critique, on peut s'arrêter à cette critique parce que elle a le mérite de dessiner bien les contours de l'ensemble du film et l'idéologie et la vision d'ensemble dans laquelle il a été réalisé. Critique assez intéressante que je rejoins sur certains points. Je vais essayer de trouver des images. Du film. Voilà, là on les voit un peu mieux. Il me semble qu'il y a Emilio Estevez au centre là. Non, c'est pas ça. Là, on voit Charlie Sheen à droite. Non, apparemment, il n'est pas dans le casting. Mais il me semble l'avoir vu quelque part, c'est bizarre. Ça, c'était les soldats soviétiques qui attaquaient le McDonald's. Alors, bon, il y a des scènes quand même assez saisissantes hein, dans ce film où les jeunes... réussissent à récupérer, à voler des mitrailleuses lourdes et tout ça, et du coup à lancer des attaques sur l'armée russe. Ils mettent en place quasiment, ils organisent des pièges pour mener vraiment une véritable guérilla à l'encontre de ces troupes envahisseuse. Alors ça doit être une image extraite du remake de l'Aube Rouge avec Chris Hemsworth qui était un peu plus jeune qu'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, voilà. D'ailleurs, ce film, je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il faudra que je le visionne pour voir comment, dans quelle mesure il est plus actuel. Est-ce qu'il est aussi réaliste que celui de 1984 ? Mais c'est intéressant dans le sens, par toutes les questions que ça pose, c'est-à-dire si ce genre de scène arrivait malheureusement en France, suite à une entrée en guerre dans cette sorte de troisième guerre mondiale qu'on nous fait miroiter maintenant depuis quelques semaines, comment réagirait la jeunesse française, et notamment la jeunesse des cités, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on aurait un sursaut de patriotisme de certains jeunes qui choisiraient de résister à l'ennemi, de s'opposer et de prendre les armes et de faire preuve de courage pour défendre la patrie, ou au contraire, à l'image de beaucoup de jeunes des cités qui font régulièrement parler d'eux dans les réseaux sociaux et dans sur les chaînes de télé actuellement au travers des émeutes qui sont déclenchées très facilement suite à des
à des accidents de la route provoqués par des jeunes qui sont multirécidivistes, qui font des délits de fuite et qui font du refus d'obtempérer, est-ce que les mêmes jeunes qui sont si prompts à déclencher des émeutes dans les villes seraient aussi prompts à ce moment-là à prendre les armes ou à se dresser face à un envahisseur ennemi qui mettrait en danger notre pays, notre patrie? Ce serait intéressant de poser cette question-là, de savoir est-ce qu'ils se sentent vraiment français et suffisamment français pour défendre notre patrie dans ce genre de situation. Voilà. Et surtout, l'ultime question, c'est est-ce que quelles sont les probabilités que nous en arrivions là dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, si le projet fou de nos politiques se concrétise, c'est-à-dire d'aller de plus en plus dans la provocation et dans l'escalade de propos et de l'escalade vers la guerre dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Parce que depuis les annonces de notre président, on n'arrête pas on est inondé maintenant tous les jours depuis une semaine d'interventions de généraux français, de responsables politiques, de responsables militaires sur les probabilités ou sur les différentes stratégies que la France pourrait mettre en place pour envoyer des troupes françaises en Ukraine contre la Russie. Comme si la France, avec le peu de moyens qu'elle a, le peu d'hommes qu'elle a dans ses armées, c'est-à-dire environ maximum 80 000 hommes actuellement, comme si la France pouvait à un moment intimider la Russie, qui doit comptabiliser à peu près 1 million de soldats mobilisables. Sachant que j'ai appris un truc aujourd'hui, une info, qui est vérifiée aussi par les services américains et par des généraux américains qui l'ont annoncé officiellement. On est officiellement aujourd'hui, depuis 2022, on est arrivé aujourd'hui à ce nombre absolument inquiétant et effrayant de 500 000 morts ukrainiens, essentiellement des soldats, sur le front ukrainien. Et d'où justement ces mobilisations forcées, ces réquisitions arbitraires auxquelles on assiste actuellement en Ukraine, où les soldats, l'armée ukrainienne essaye de réquisitionner en urgence tous les hommes en âge ou valides, même pas en âge, hein, on a parfois des très jeunes ou des très vieux, tous les hommes en âge de se battre, enfin physiquement capables de se battre, sont réquisitionnés et on va les chercher chez eux carrément pour les recruter dans l'armée ukrainienne avec très peu de formation et les envoyer directement au front. Donc vous vous rendez compte, 500 000 morts, 500 000 soldats ukrainiens morts depuis 2022 dans ce conflit face à la Russie. Et c'est beaucoup plus, parce que j'avais vu le chiffre aussi des soldats russes morts. La Russie n'a pas ce problème, puisqu'on a vu qu'ils ont un nombre de soldats mobilisables qui est beaucoup plus important, qui n'est pas du tout comparable, et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont réussi à vaincre les nazis, les Allemands, à Stalingrad, pendant la bataille de Stalingrad, c'est-à-dire que l'armée soviétique à l'époque envoyait des flots, des vagues infini de soldats russes. L'idée c'était de submerger l'armée allemande dans Stalingrad pour reprendre la ville. Et ça a marché, c'est-à-dire que au prix de sacrifices incroyables et d'un nombre énorme de morts de soldats russes, la Russie a réussi à reprendre Stalingrad et à repousser les Allemands jusqu'en Allemagne. Et d'ailleurs, ça a suscité la jalousie des Américains, puisque à partir de ce moment-là, on a assisté à une vraie course contre la montre. C'était à celui entre les Russes et les Américains, les Alliés. C'était à celui qui arriverait le premier à Berlin pour libérer l'Allemagne, enfin pour libérer le monde entier de l'Allemagne nazie et capturer le Führer dans son bunker, supposément à Berlin.
Mais symboliquement, la prise de Berlin, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, selon les livres d'histoire, l'histoire varie, mais bon, on n'a jamais vraiment su qui était arrivé en premier, et je pense qu'on ne le saura jamais vraiment. Mais il y a des images de soldats russes qui sont arrivés à Berlin, et aussi des images de soldats américains qui sont aussi arrivés à Berlin. D'où, à partir de là, cette séparation entre Allemagne de l'Ouest, qui était plus sous la gérance des Alliés et de l'Occident, et l'Allemagne de l'Est, qui finalement, la République démocratique allemande, qui allait tomber sous la coupe de l'Union soviétique. Puis ce qui allait nous amener ensuite à la création du mur de Berlin, qui, on l'a vu en début de vidéo, allait être détruit en 1989. C'est intéressant tout ça, hein, et souvent, c'est très intéressant, notamment quand on a des films comme ça qui essayent de s'imprégner des enjeux géopolitiques et d'étudier différents scénarios ou de développer des thèmes en rapport avec l'actualité politique ou géopolitique ou militaire du moment ou de l'époque. Donc c'est très intéressant. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Évidemment, merci de liker, de la partager, pour partager cette culture cinématographique, partager ces informations, ces critiques sur ce film. Et puis évidemment, je serais très heureux si je vous ai donné l'envie d'aller revoir ce film ou de le découvrir. Merci de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu. Et puis on va espérer, on va en quelque sorte prier pour qu'on n'en arrive jamais à ce scénario vraiment apocalyptique. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les armes nucléaires qui sont en stock un peu partout dans le monde, je me demande même si on arriverait un jour jusque dans ce scénario, parce qu'il est fort possible que dans ce cas-là, les armes nucléaires auraient déjà été sorties et nous n'aurions plus l'occasion même de nous déplacer à ciel ouvert à la surface de la Terre, tellement il y aurait des lieux qui seraient exposés aux radiations atomiques, aux radiations nucléaires, et ce serait beaucoup plus compliqué. Enfin, je pense qu'il y aurait très peu de survivants encore debout pour se mener une guerre. C'est d'ailleurs Albert Einstein qui disait, à l'issue de la Troisième Guerre mondiale, après la Troisième Guerre mondiale, la Quatrième Guerre mondiale sera livrée avec des bâtons et des pierres. C'était ça la citation, je crois. Je vais essayer de la retrouver. Ça permettra de conclure cette vidéo. Troisième Guerre mondiale. Bon, au moins qu'on ne finisse pas un culte. Voilà. Voilà, je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c'est que la Quatrième Guerre mondiale se résoudra à coups de bâton et de pierre. C'est la fameuse citation d'Albert Einstein, sous-entendant bien sûr que la Troisième Guerre mondiale, selon lui, eh bien, sera menée au moyen d'armes nucléaires, et donc sera forcément dévastatrice. Si dévastatrice que cela forcément entraînera la civilisation, enfin l'humanité, dans une sorte de régression civilisationnelle et une sorte de retour au Moyen-Âge, voire avant le Moyen-Âge, tellement on est capable de tout détruire. Donc voilà cette conclusion, encore une fois, non à la guerre, et il faut absolument qu'on trouve toutes les solutions possibles, toutes les solutions envisageables pour la paix. Je suis sûr que la paix est possible en parlant, en discutant et en s'écoutant les uns les autres, et en faisant chacun un effort par rapport à notre propre ego.
Ce message aussi s'applique pour les gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont laisser des commentaires. Réfléchissez avant de laisser un commentaire. Évidemment, tous les commentaires haineux, les réactions haineuses ou de violences gratuites sont bannis de cette chaîne. C'est normal, ça c'est de la modération basique, c'est logique. Et voilà, et commençons déjà par nous appliquer une certaine discipline personnelle, et à partir de là, si chacun est capable de faire ça, je pense qu'on est capable aussi de l'appliquer de manière plus globale pour éviter de rentrer systématiquement dans des conflits ou des provocations qui n'ont aucune utilité, qui font perdre du temps à tout le monde, qui font perdre de l'énergie. Voilà les amis, c'était DosGeek sur la TV42. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était très intéressant, très constructif. N'hésitez pas à me laisser vos réactions dans les commentaires de cette vidéo. Je vous mets bien entendu tous les liens en description de la vidéo si vous voulez creuser tout ça un peu plus. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo sur la TV42. Gros bisous à tous, laissez parler le geek qui est en vous et surtout gardez espoir. Et on va continuer à suivre tout ça, suivre l'actualité de très près. À très bientôt, bye bye.